Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour l'île de Vore. On se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding du mercredi, l'émission dans laquelle on passe en revue les projets de financement participatif de jeux de société qui s'apprêtent à se terminer dans la semaine ou dans les 10 jours à venir. Du coup, sans plus tarder, on passe sur les habituelles parties que vous connaissez, à savoir les projets annulés, un seul cette semaine, et puis ensuite les projets qui entrent dans leur dernière ligne droite de campagne. Le projet annulé, eh bien, je l'avais présenté dans le menu crowdfunding du 31 juillet dernier. Il s'agit de Dead Man's Chess, qui a été annulé récemment après avoir accumulé malgré tout 24 000 euros approximativement et 120 contributeurs, ce qui n'était pas ridicule, d'autant plus que ça nous venait d'un petit éditeur qui est assez peu connu. Mais la proposition était assez particulière, il faut bien l'avouer, et pas forcément très attirante. Ça reprenait vraiment un échiquier, tout ce qui est de plus classique, sauf qu'on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs avec un joueur par coin en fait, et avec des figurines, des miniatures un peu particulières également, avec un univers assez fantaisiste mais qui mélange différents genres les uns avec les autres. Bon, ça n'a pas attiré grand monde, du coup le projet est annulé pour cette fois. On va quand même prendre le temps rapidement d'aller voir ce qu'ils nous disent dans la dernière actualité du projet avant de les quitter. C'était en date du 4 août dernier, donc j'avais raté l'annulation déjà la semaine dernière visiblement. Ou alors je l'avais traité la semaine dernière et je l'avais oublié entre temps, ce qui n'est pas forcément impossible vu mon état de fatigue actuellement. Mais bon, admettons. Donc ils vont revoir un petit peu le projet, ils vont revoir aussi un petit peu la façon dont ils ont tarifé les différents niveaux de pledge, et puis voir éventuellement s'il y a possibilité de revoir un petit peu les différentes langues disponibles durant la campagne, ou en tout cas le soutien client, comment dirais-je, le service client, disons, envers les personnes, les potentiels backers étrangers qui voudraient poser des questions et qui n'ont pas forcément les compétences pour le faire en anglais par exemple, mais ils seront de retour. Alors peut-être avec un look un petit peu revu, donc une apparence visuelle un petit peu revue, un peu retravaillée peut-être, mais pour l'instant aucune date n'a été fixée pour le retour de ce jeu sur Kickstarter. En tout cas pour cette fois c'est annulé en ce qui concerne Dead Man's Chess, un projet assez atypique qui n'aura pas séduit beaucoup de monde. On enchaîne maintenant avec les projets qui s'apprêtent à se terminer, en commençant par Bloodstones, qui nous vient de Martin Wallace, qu'on avait présenté dans le menu crowdfunding du 31 juillet dernier, le nouveau jeu de Martin Wallace, qui était cette fois-ci auteur mais également éditeur. Martin Wallace, pour ceux qui auraient un petit peu oublié ou qui ne connaîtraient pas, parce qu'après tout c'est possible également, son jeu le plus connu étant à ce jour Brass, avec ses deux éditions disponibles, Brass Lancashire et Brass Birmingham également. Alors donc Bloodstones, vous le voyez, ça n'a pas fait un énorme succès. Bon, en même temps c'est du côté de chez GameFound, donc il y a toujours un petit peu cette latence du portage des précédents backers Kickstarter vers GameFound. Tout le monde ne fait pas encore le chemin qui mène vers GameFound, qui est encore un petit peu moins connu que ne l'est Kickstarter, même si les hardcore fans sont évidemment de la partie. On a 1400 backers à un jour de la fin de la campagne, à un jour et 16 heures, donc au moment où vous regarderez cette vidéo, il restera une quinzaine d'heures pour pouvoir éventuellement backer. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, pour des parties relativement longues de 2 heures, et pour 14 ans et plus, donc un jeu qui se veut relativement expert, on va dire, de contrôle de territoire, avec un petit peu d'asymétrie là-dedans, avec un matériel, je sais pas, on peut se poser des questions sur le matériel. Je suis pas personnellement fan. J'imagine qu'avec 1400 backers, il y a des gens que ça dérange pas, ou qui au contraire même le trouvent plutôt visuellement abouti. C'est pas trop mon cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un gage de qualité de voir Martin Wallace pondre un jeu et l'éditer par lui-même, mais d'autres pourraient se dire aussi pourquoi il revient à l'édition après avoir fait tant de jeux édités par des grosses compagnies. On peut aussi se poser la question légitimement. Quoi qu'il en soit, on va aller voir les stretch goals rapidement, puisque bien évidemment pour le reste, pour la présentation du jeu, des mécanismes, du prix des différents niveaux de pledge, je vous renvoie bien évidemment au menu crowdfunding dans lequel je le présentais, à savoir le 31 juillet dernier. Pour les stretch goals, on en a débloqué quelques-uns, que j'avais déjà un petit peu mentionné la semaine dernière, à savoir donc de nouvelles factions, comme ici par exemple les corsaires, de nouvelles maps. On a donc un jeu de contrôle territoire qui s'agrémente au fur et à mesure de différentes maps, et donc une plus grande rejouabilité bien évidemment, puisque vous pourrez aller changer de faction, mais également changer de carte à chaque fois que vous jouez avec des personnages différents, etc. Donc c'est relativement intéressant de ce point de vue-là.
On a quelques petites upgrades visuelles également, avec la boîte qui a été un petit peu améliorée, mais également les petits sacs qui ont également fait l'objet d'une amélioration. La boîte qui a aussi donc le UV coating, donc c'est l'effet de surbrillance sur le logo certainement. Ensuite, un petit cadeau qui devrait arriver une fois qu'on atteindra les 1500 backers, ce qui n'est pas encore le cas, mais ça devrait arriver. Alors de quoi s'agira-t-il pour l'instant? On ne sait pas trop, si ce n'est que ce sera rose apparemment. Et ma foi, c'est à peu près tout. Pour ce qui est de Bloodstones, je vous renvoie bien évidemment vers le menu du 31 juillet dernier pour en apprendre plus sur le jeu lui-même. En tout cas, c'est plutôt un bon résultat. On ira certainement dépasser justement les 1500 contributeurs. Mais c'est vrai que pour un jeu de Martin Wallace, on aurait pu aussi espérer un petit peu mieux que ça. On enchaîne tout de suite avec un projet que je n'avais pas présenté. Il ne s'agit pas d'un jeu de société, mais je me suis dit que quand même je ferai un petit aparté durant le suivi du menu crowdfunding pour en parler. Il s'agit de Bamfuzzled numéro 2, donc la deuxième série, en fait le deuxième épisode de cette série de Bamfuzzled. C'est en fait une série de puzzles en bois avec des pièces en bois de toute beauté. Par contre attention, c'est très abstrait, mais c'est très joli. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Je dis ça pour les amateurs de puzzle, je trouve ça personnellement très joli. J'aime bien les casse-têtes de ce genre-là. Je pourrais me voir tout à fait l'offrir à peut-être mon neveu par exemple et le faire avec lui, pourquoi pas. Avec mon fils, ça risque d'être un petit peu tôt. Mais voilà, c'est des petits puzzles assez sympas, assez jolis, assez atypiques, presque oniriques dans l'esprit. Et donc ils sortent une deuxième série, après en avoir lancé une il y a 1 an et demi, 2 ans je crois. Donc voilà, je vous laisserai vous intéresser à ce projet avec le lien vers le projet bien évidemment dans la description si ça peut vous intéresser. Il reste 43 heures avant la fin de la campagne et près de 1000 contributeurs déjà présents sur la campagne. J'en dis pas plus, ça reste quand même un projet qui n'est pas un jeu de société. Petit clin d'œil à Jean-Philippe de la chaîne The Drowning Pawn, autrement dit le pion qui se noie, un français qui vit également au Japon à Tokyo et qui parle beaucoup de jeux de société japonais, qui m'a signalé qu'il y avait actuellement une campagne en cours du côté de chez Arclight, donc une compagnie japonaise, la grosse compagnie japonaise, pour le 10e anniversaire de Love Letter, ce petit jeu d'ambiance à identité cachée, on va dire, et changeante d'ailleurs également, que vous connaissez certainement, qui est très connu, qui a fait son chemin vers nos contrées depuis belle lurette déjà, qui s'est vendu énormément, et donc qui ici nous fait une campagne pour ses 10 années, son 10e anniversaire, avec actuellement 680 contributeurs, 37 000 euros d'engrangés à 43 heures de la fin de la campagne. Mais bon, je le précise quand même, il le faut. C'est un projet quasiment exclusivement dédié en fait au public japonais. Vous le voyez, tout le texte est essentiellement en japonais. Donc bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt peut-être pour vous, mais il semblait bon quand même de le signaler. C'est quand même le 10e anniversaire d'un grand jeu, enfin un tout petit jeu, mais qui a connu un grand succès, y compris dans nos contrées européennes. Et on voit ici un petit récapitulatif de l'histoire de ce jeu bien connu avec les différentes évolutions, avec les nouveaux personnages qui sont venus intégrer le jeu au fur et à mesure des années. Donc voilà, si jamais vous voulez un petit objet de collection japonais, c'est peut-être l'occasion éventuellement de sauter dessus. Même en le faisant livrer chez moi, pourquoi pas, je vous le filerai quand je passerai en France éventuellement. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit clin d'œil plus qu'autre chose pour Love Letter et son 10e anniversaire du côté de Kickstarter, 680 contributeurs. Juste par curiosité d'ailleurs, je vais aller voir dans la communauté pour voir s'il y a d'autres backers que des japonais, et oui, quelques-uns. On a d'ailleurs 2 contributeurs en France, donc quelques personnes étaient au courant malgré tout, mais c'est essentiellement du Japon bien évidemment, avec 508 contributeurs. Voilà pour Love Letter. Et d'ailleurs, à l'heure même, il faut signer, je ne l'ai pas précisé, que ici, vous le voyez, c'est livraison uniquement au Japon et on a quand même des backers d'autres pays. Beau geste de leur part. Présenté dans le menu crowdfunding du 24 juillet dernier, Paléovet a fait bien mieux que lors de sa première tentative qui s'était soldée sur un échec à l'époque. On est actuellement à 554 contributeurs à 53 heures de la fin de la campagne, auquel vous soustrayez environ 30 heures, parce que je tourne un petit peu plus tôt que d'habitude, donc environ 24 heures en gros, une journée avant la fin de la campagne, et 30 600 euros d'engrangés pour l'instant pour ce jeu de jet de dés, de pose de dés sur certaines cartes pas très joliment illustrées selon mes propres goûts. J'ai tendance à penser que même objectivement parlant, c'est pas très joli en termes de visuel. Mais si la thématique des dinosaures, qui est quand même assez présente aussi dans le monde ludique ces dernières années, vous plaît et que vous aimez justement le côté vétérinaire pour dinosaures plutôt que massacreur de dinosaures sur une île type
Jurassic Park, ça pourrait potentiellement vous plaire. Il reste donc environ 24 heures lorsque vous verrez cette vidéo en ligne, et on a déjà 555 contributeurs, ce qui est bien mieux que lors de la précédente tentative. Présenté dans le menu crowdfunding du 31 juillet dernier, Dodo's Riding Dinos, avec son extension standalone Dodo Dash, eh bien, fait plutôt un joli succès. Il a pris son envol pour atteindre désormais 3735 contributeurs à 60 heures de la fin de la campagne, donc environ une trentaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube, et 270 000 € d'engrangés. C'est plutôt un très joli succès pour un jeu qui, je le rappelle, bénéficie en plus d'une localisation en version francophone. Donc pour ceux qui s'intéressent à des jeux de course façon un petit peu Mario Kart, ça en reprend un petit peu les sensations, dirons-nous, mais dans un univers très coloré avec des dinosaures et des dodos qui se lancent des objets avec un petit peu d'adresse, une petite dimension d'adresse, puisque vous allez véritablement lancer des objets sur vos adversaires. Ça pourra potentiellement vous intéresser, c'est particulièrement déjanté, c'est de l'ambiance, c'est très familial. Allez voir si ça peut vous intéresser éventuellement. Pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur le gameplay, je vous renvoie bien évidemment au menu crowdfunding du 31 juillet dernier. Il vous restera un peu plus d'un jour pour éventuellement choisir de backer ou non Dodo's Riding Dinos. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 14 août, Dead Reckoning revient sur Kickstarter avec une nouvelle extension / saga. Il y avait déjà 2 sagas lors de la première campagne du jeu, en fait, simplement, lorsque le jeu avait fait son apparition pour la première fois sur Kickstarter. Puis ici, une 3e saga qui vient en plus enrichir un petit peu le gameplay du jeu de base aussi d'ailleurs. C'est aussi la raison pour laquelle elle est plus chère que les autres sagas d'ailleurs. Dead Reckoning est pour l'instant à 5700 environ contributeurs et 416 000 € d'engrangés à 3 jours de la fin de la campagne. C'est un très joli résultat. Ils ont fait parler la poudre, comme bons pirates qu'ils sont, bien évidemment. C'est un nouveau jeu de AEG, qui est un éditeur de renom. C'est aussi en partie pour cela que le jeu connaît un franc succès. C'est un éditeur de confiance. Le jeu est disponible en français, encore une fois, donc je vous renvoie aussi au menu crowdfunding du 14 août dernier pour en apprendre plus sur le jeu, puisqu'il est disponible en français en plus. Et là, on est sur donc un 4X qui se base aussi sur le système de card crafting de John D. Clair, son auteur, qui avait précédemment commis par exemple Mystic Vale entre autres, et depuis il a peaufiné son mécanisme principal qui est le card crafting, donc la création de cartes avec des cartes en surtransparence, en superposition les unes par rapport aux autres dans une pochette, dans un protège-carte. Et donc ça devrait faire normalement un jeu excellent. En tout cas, les retours sur le jeu de base sont vraiment dithyrambiques. D'ailleurs, vous le voyez ici avec un 8.4 de moyenne sur BGG pour ceux qui ont pu déjà tester le jeu de base, qui a été reçu par les backers il y a de ça 4, 5, 6 mois. C'est plutôt très bon signe. Après, attention, comme je l'ai dit il y a 3 jours, c'est quand même particulièrement chéro, puisque pour la seule extension qui concerne cette campagne, il vous faudra débourser 59 $ pour la seule extension qui rajoute après ce matériel-là, ce qui est quand même pas extraordinaire. Et si vous voulez le jeu de base aussi, plus les 2 extensions précédemment sorties, vous pourrez dépenser jusqu'à 240 $. Donc oui, c'est très très cher, plus les frais de port, plus potentiellement la TVA également. Donc voilà, sachez-le, c'est un jeu assez onéreux, mais qui bénéficie de très très bons retours, et en plus de ça, avec une très belle patte artistique, puisque c'est l'œuvre de Ian O'Toole, si je ne me trompe pas, qui est très, très très célèbre dans le monde du jeu de société. Quoi qu'il en soit, Dead Reckoning, il reste 3 jours avant la fin de la campagne, ça devrait dépasser les 6000, 6500 je pense d'ici la fin de la campagne, et on ira chercher certainement 500 000 € je pense d'ici la fin de cette campagne. Pas de stretch goals qui plus est, ça me permet d'aller plus vite. Présenté dans le menu crowdfunding du 24 juillet dernier, Utopia de chez Gravity Games n'a pas vendu autant de rêves que son nom aurait pu l'indiquer, puisque vous le voyez, on n'est toujours pas financé à l'heure où j'enregistre cette vidéo. 170 backers, 3 jours avant la fin de la campagne, et on est à peu près à 2347 livres précisément du pseudo-financement. Ça devrait pouvoir se faire, mais ce sera vraiment ric-rac. Et pourtant, comme j'avais déjà dit la semaine dernière également, et dans la présentation du jeu également, c'est un jeu assez atypique, mais dans le bon sens du terme aussi. Il a, comment dirais-je, des mécanismes assez intrigants, une thématique assez intrigante également, une direction artistique dont je suis beaucoup moins friand que le reste de la proposition de Utopia. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça avait
au moins un petit peu d'intérêt quand même, il faut bien l'avouer, mais malheureusement ça n'a pas attiré les foules, et du coup bien évidemment pas de stretch goals puisque le jeu n'est pas financé à l'heure actuelle. Voilà pour Utopia qui devrait quand même pouvoir financer, mais je ne sais pas si c'est vraiment le plus souhaitable. Peut-être qu'il faudrait se réorganiser pour annuler une campagne et revenir dans quelques mois peut-être avec une proposition un petit peu plus alléchante. Présenté dans le menu crowdfunding du 17 juillet dernier, donc il y a pile poil un mois, Laigo Tencho de chez Red Eye Games, petit éditeur japonais, eh bien, a atteint assez facilement son seuil de financement qui était relativement bas, il faut bien l'avouer. Ils ont accumulé 20 000 euros pour l'instant avec 170 contributeurs. Il reste 4 jours avant la fin de la campagne. Malheureusement, le jeu n'est pas disponible en français, mais il l'est en anglais en revanche pour ceux qui pourraient se contenter de la langue de Shakespeare, avec un jeu assez joli. Comme on en voit assez rarement, c'est vrai dans le milieu japonais, on a beaucoup de jeux avec des designs très très épurés, très très sobres. Donc là, c'est pas le cas. C'est assez joli avec des composants qui peuvent être très très deluxifiés si vous le désirez. Donc pour cela, je vous envoie vers évidemment le menu crowdfunding du 17 juillet dernier, dans la vidéo dans laquelle j'avais présenté le jeu. Et vous verrez qu'il y a des composants assez fous si vous souhaitez y mettre l'argent en fait, hein, simplement. En fait, dans le jeu ici, on a été débloqué quelques petits stretch goals de ci, de là. Je vais aller descendre un petit peu plus rapidement par ici, la page est particulièrement longue. Vous avez ici quelques exemples de personnages disponibles, mais les extensions ont été ajoutées également. C'était ici, voilà, les stretch goals sont ici, avec par exemple un 5e joueur disponible, avec le personnage de Omon. On a aussi plusieurs extensions, ici Marriage, Mimic and Glare, Collapse, Crescent and Storm, etc. Beaucoup d'extensions, de mini-extensions qui sont venues s'ajouter au jeu. On a aussi de nouveaux personnages, avec ici par exemple Hisetsu Sogo, Shigure Seijiro par exemple, mais également Yakumo Chacha, Kuze Amane, etc. Donc il y a plusieurs nouveaux personnages. Je ne crois pas avoir décelé d'asymétrie dans les plateaux de joueurs d'origine. Est-ce que ces ajouts de personnages supplémentaires vont venir justement me contredire et me montrer que finalement il y a une forme d'asymétrie? Ce serait finalement tant mieux, j'ai envie de dire. On a même aussi deux nouveaux persos ici que je n'avais pas encore entreaperçus, Lakura Kuromitsu et Hisetsu Rintaro par exemple. Peut-être d'autres encore à venir, allez savoir. Mais bref, il y a quand même pas mal d'ajouts, notamment en termes de gameplay. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu la présentation lors du menu crowdfunding du 17 juillet dernier, je vous remontre un petit peu rapidement à quoi ça peut ressembler. J'essaie de trouver une photo qui peut présenter un petit peu le jeu sur une table pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous. Mais il y avait des trucs assez intéressants. Voilà, ça ressemble beaucoup à un jeu de mahjong traditionnel. Alors pas le mahjong qu'on retrouve sur nos PC parfois en version européenne où il faut retirer des tuiles par paire. Mais là c'est vraiment un vrai mahjong chinois. Enfin ça y ressemble en termes de visuel. Mais ce n'est pas un jeu de mahjong ceci dit. Et je serais assez curieux de le tester, pour être tout à fait honnête. De là à les baquer, peut-être pas, mais c'est vrai que c'est assez intriguant. Voilà pour Laigo Tencho, il vous restera 3 jours, donc un jour de maintenant bien évidemment, 3 jours pour pouvoir éventuellement baquer, mais j'imagine que pour l'Europe, je ne vais pas aller vérifier aujourd'hui, mais pour l'Europe les frais de port sont certainement un petit peu salés, faut être honnête. Présenté le 31 juillet dernier dans le menu crowdfunding, j'avais passé 30 secondes sur Preachify à l'époque, je vais essayer de ne pas faire beaucoup plus. Il va s'agir ici de réunir le plus de croyants dans votre secte maléfique avec, pourquoi pas, des petits cochons qui remplacent les personnages. Rien de très folichon, c'est un jeu pour 2 joueurs mais très accessible, avec un design assez particulier pour être tout à fait honnête. Pas de stretch goals depuis la dernière fois, donc il n'y a pas grand chose de plus à en dire, mais bon, si vous êtes amateur du genre, pourquoi pas, mais il n'y a pas beaucoup de contributeurs, ceci dit, c'est financé. C'était le gros morceau du menu crowdfunding du 7 août dernier, Foundations of Rome, avec cette nouvelle extension intitulée Roads of Fortune, a déjà atteint près de 6000 backers à 6 jours de la fin de la campagne, donc 5 lorsque vous verrez cette vidéo, et près de 600 000 euros, on va arrondir un petit peu, depuis le début de la campagne. C'est un très joli succès pour ce jeu qui avait déjà fait l'objet d'une première campagne couronnée de succès, couronné d'un succès de laurier bien évidemment, parce qu'on parle de Rome, hein, bien évidemment. Petit jeu de mots pas très inspiré pour être honnête, mais bon, la fatigue est là, hein, bien évidemment. C'est un jeu surproduit très clairement, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. On a des miniatures dans tous les sens, on va jouer avec des polyomino pour construire notre ville de Rome
unique en son genre et différente de celle des autres joueurs autour de la table. Les bâtiments vont nous procurer différentes ressources qui nous permettront de les réinvestir pour créer d'autres bâtiments et ainsi de suite. Chaque bâtiment aura ses spécificités et son intérêt à être construit bien évidemment. Et ça aura vraiment visuellement un aspect assez intéressant et vraiment très joli. Ça aura vraiment un wow effect de malade une fois sur la table parce qu'il y a des miniatures dans tous les sens, il y a des pièces de métal dans tous les sens. C'est très beau, c'est sûr, mais alors attention, ça coûte très cher. Je vous renvoie bien évidemment au menu crowdfunding du 7 août dernier pour en apprendre un petit peu plus. Je crois qu'il n'y avait pas de stretch goals. Non, ici, no stretch goals, donc ça me permet d'aller un petit peu plus rapidement et finalement de mettre fin à ce petit segment de la vidéo. Mais je comprends tous ceux qui s'intéressent fortement à ce jeu, donc Foundations of Rome, mais pour ma part, je le trouve quand même vraiment très cher, et en même temps, c'est logique, il est tellement surproduit qu'il ne pouvait qu'être cher. Voilà pour Foundations of Rome, Roads of Fortune, 6000 contributeurs pour l'instant, et 6 jours avant la fin de la campagne. En serez-vous pas? Dites-le moi en commentaire. Également présenté dans le menu crowdfunding du 7 août, tout comme Foundations of Rome, Leviathan's The Great War, un petit jeu steampunk un petit peu uchronique, a accumulé mine de rien 1403 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne et déjà 355 000 euros d'engrangés. C'est plutôt un très bon résultat pour ce jeu qui en fait est une réédition d'un jeu du même titre qui avait été publié, si je me souviens bien, en 2012, 2013, 2014, un truc comme ça. Bon, c'est très uchronique, on a des vaisseaux aériens en fait, mais qui ressemblent mais qui ressemble trait pour trait à des bateaux. Et en fait, c'est de la bataille, c'est du wargame avec de jolies miniatures qui ne seront pas prépeintes, j'imagine, hein, j'ai pas été vérifié entre temps, mais donc avec une certaine dimension asymétrique progressive, on va faire progresser nos unités, etc. C'est pas vilain du tout. Je suis, encore une fois, vous le savez, pas un grand connaisseur en termes de wargame, donc je ne vais pas m'apesantir sur son sujet. Je vais quand même essayer d'aller retrouver les stretch goals s'il y en avait, pour en faire un petit point. Oui, c'était ici que ça se passait. Alors donc on aura une nouvelle boîte avec des miniatures supplémentaires et peut-être de nouvelles factions si j'en crois les drapeaux ici, qui sera une extension exclusive à Kickstarter avec des cartes d'amiraux supplémentaires avec la flotte russe. Ensuite on aura aussi un nouveau navire pour la faction allemande. On aura aussi maintenant la flotte des British, les Britons, qui s'ajoute au jeu également, un nouveau vaisseau pour la France également. Ensuite on a j'imagine que c'est ici un playmat, oui c'est ça, un playmat en néoprène, ainsi que des t-shirts à l'effigie du jeu. Bon là ça j'ai toujours aussi peu d'intérêt pour ce genre de choses là. Un set de dés supplémentaires j'imagine, et puis de quoi s'agit-il ici? C'est la flotte italienne, d'accord, qui vient s'ajouter aussi aux factions précédemment présentes dans le jeu. On a encore d'autres ajouts d'ailleurs que j'avais pas encore vu d'ailleurs, avec un petit peu le même modèle, à savoir un nouveau navire pour une faction préexistante et une nouvelle flotte d'une nouvelle faction, par exemple ici les Russes, Italiens, British qui vont chacun avoir un navire supplémentaire par exemple. Voilà pour ce qui est de Leviathan's The Great War. Vous me direz éventuellement ce que vous en avez pensé si vous y avez déjà joué à la version précédente. Sachez toutefois que cette version est compatible à la version précédente pour ceux qui la possèdent déjà. Il reste donc 6 jours, 5 lorsque vous verrez la vidéo en ligne, et pour l'instant il y a 1400 contributeurs. Ira-t-on chercher les 2000? Je ne parierai pas dessus, mais c'est déjà un assez beau résultat. Et il faut voir que le jeu coûte assez cher, hein, 350 000 euros d'engrangés sur 1400 contributeurs. Ça vous donne une indication sur le prix. Pour l'avoir en détail, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding concerné, à savoir celui du... c'était le 7 août également d'ailleurs. Voilà pour Leviathans. Toujours présenté dans le menu crowdfunding du 7 août dernier, vous l'aviez d'ailleurs mis en assez haute position dans le sondage de la semaine à l'époque, c'est Atma, un jeu de rôle, un RPG, très clairement, mais avec du matériel, avec des cartes. Donc en fait un jeu de rôle qui est plus facilement accessible, disons, aux néophytes du genre, puisqu'il y a vraiment des cartes, du matos, même des cartes de prompt, donc comment dirais-je, de pans scénaristiques préécrits, prédésignés, donc ce qui vous permet d'entrer plus facilement peut-être dans l'univers du jeu de rôle. Par contre, malheureusement, le projet n'est toujours pas disponible en français. Le reste que le jeu est assez séduisant visuellement parlant et que c'est une porte d'entrée assez intéressante vers l'univers du jeu de rôle.
auquel je suis assez peu accoutumé pour être tout à fait honnête. Je n'ai que une ou deux expériences en la matière et donc je ne peux pas en parler plus que ça. Ceci dit, le jeu a déjà 560 contributeurs environ à une semaine de la fin de la campagne, 30 000 euros d'engrangés approximativement, mais pas de version française, donc a priori ça ne devrait pas intéresser grand monde parmi les viewers de la chaîne. Je me permets un petit anglicisme très inélégant, parmi les... oh là là, c'est affreux ce petit syndrome Jean-Claude Van Damme qui m'assaillit tout à coup. Pourtant c'est pas un mot compliqué, hein, croyez-moi. Les spectateurs, voilà, c'est ça de vivre depuis longtemps dans un pays étranger. Non, ce n'est pas uniquement Jean-Claude Van Damme, ça atteint pas mal de personnes, moi y compris. On continue avec un jeu présenté dans le menu crowdfunding du 31 juillet dernier, à savoir Draconis Invasion, qui nous revient pour une nouvelle extension intitulée Glory, et c'est également l'occasion de mettre la main sur le jeu de base, mais également sur la première extension intitulée Wrath. Il reste 8 jours avant la fin de la campagne au moment où je m'enregistre, ce qui veut dire qu'il en restera 7 lorsque vous verrez cette vidéo, donc pas impossible qu'on le revoie très brièvement la semaine dernière, ça dépend du nombre d'heures qu'il reste précisément, mais sur Kickstarter il n'y a pas moyen de le savoir. 1235 contributeurs pour l'instant avec 90 000 euros d'engrangés pour ce jeu disponible en français, je le rappelle, en tout cas les règles seront disponibles en français. Reste que le texte sur les cartes, lui, ne sera certainement disponible qu'en anglais à mon avis. Je demanderai confirmation, mais il me semble d'ailleurs qu'un commentaire me l'avait évoqué lorsque je l'avais présenté dans le menu crowdfunding à l'époque. Donc reste que c'est un jeu de deck building avec plutôt une assez jolie cote de 7.2. Alors je remonte un petit peu brièvement. Ici vous avez un 8,7 sur BGG qui semble vraiment affriolant, mais en fait le jeu de base est à 7.2 sur BGG et l'extension Wrath, donc la première extension du jeu, est à 8.7. Mais c'est relativement logique, c'est un biais de confirmation qu'on voit souvent sur BGG. En fait, les extensions ont souvent des meilleures notes que les jeux d'origine, pas toujours, parce qu'en fait, tout simplement, les extensions sont achetées par les gens généralement qui ont déjà joué et qui, par conséquent, ont apprécié le jeu de base, et donc ils ont déjà un a priori positif, donc voilà. À prendre avec des pincettes, du coup. Mais donc, cette nouvelle extension qui vient ajouter encore plus de cartes, quelques nouveaux mécanismes, etc., etc. Vous connaissez un petit peu le genre du deck building, c'est pas nouveau, mais en plus celui-ci a, il faut bien le dire, quand même une direction artistique vraiment très soignée dans un univers très dark fantasy, vraiment très bien réalisé, c'est très joli, les illustrations sont magnifiques. Reste que je suis pas un grand fan du deck building pour ma part, en tout cas quand c'est le seul mécanisme en place dans un jeu. Quand c'est un mécanisme parmi d'autres, pourquoi pas. Mais ceci dit, le Glory, cette extension, vient apporter quand même pas mal de nouveautés, y compris des cartes d'invocation, des cartes de champion également. Donc ça vient enrichir encore plus le gameplay. Donc si vous êtes amateur de deck building, ça pourrait être pour vous. Qu'en est-il des stretch goals? Il y en avait quelques-uns qu'on voit ici. Alors on aura donc des cartes bonus, apparemment, des cartes de champion qui viennent s'intégrer à cette nouvelle extension qui est Glory. Donc on aura plusieurs nouveaux champions qu'on voit ici, tous illustrés de vraiment très belle manière, hein, si tant est qu'on aime bien sûr le Dark Fantasy. Encore une carte de champion, une carte de bonus, carte de champion. Bon, c'est un peu redondant. On est quand même sur comment dirais-je, un modèle qu'on a déjà identifié après avoir vu 2-3 stretch goals, à savoir quelques champions d'affilée, puis une bonus card, puis ensuite quelques champions, et on recommence, et ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui est de Draconis Invasion. Il vous reste un peu plus d'une semaine certainement pour vous faire une opinion sur le jeu. Si vous êtes amateur de deck building, il y a moyen que ça vous plaise. Présenté dans le menu crowdfunding du 7 août dernier, un petit jeu japonais intitulé 535 qui fait ici l'objet d'une campagne pour sa localisation en version anglaise, ou anglophone tout du moins, par Portland Game Collective. C'est un jeu qui a d'ores et déjà attiré 360 contributeurs, ce qui n'est pas énorme. Avec 13 000 euros d'engrangés, il reste 8 jours, soit 7 lorsque vous verrez cette vidéo, avant la fin de la campagne. Et c'est comme souvent les petits jeux japonais, ils aiment beaucoup ce registre de jeu-là. Un jeu de pli, hein, tout simplement, où il faudra faire le moins de points possible, comme ça arrive parfois dans les jeux de ce genre-là. Je ne suis pas trop le public pour ce style de jeu, mais bon, ça a une petite allure assez fantaisiste, qui est assez sympa, assez familiale j'imagine également, rien de très compliqué. J'ai l'impression que le texte sur les cartes est quasiment absent, si ce n'est peut-être sur ça, mais c'est peut-être pour ce jeu-là peut-être. Hein. Il me semble que c'est plus pour Bridge City Poker, auquel cas ça n'a aucun rapport avec 535 que vous devriez pouvoir jouer indépendamment
de la langue, sauf si, bien évidemment, vous comprenez pas suffisamment pour comprendre les règles. Il faut au moins quand même pouvoir comprendre les règles. Donc voilà pour 535, pas de stretch goals à mon avis, enfin, j'ai pas cru en voir tout à l'heure. Donc il reste un peu plus d'une semaine, peut-être qu'on le reverra encore une dernière fois, ça dépend là encore du nombre d'heures restant avant la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 31 juillet dernier, David Jones Locker The Kraken Wakes, 1030 contributeurs, donc voilà, ils ont passé la barre des 1000 et je tiens à les saluer parce que c'est un jeu conçu par un couple, donc un mari et sa femme qui ont décidé de un beau jour créer un jeu, ils l'ont fait. Ça s'appelle David Jones Locker et ça fait plutôt un beau résultat malgré tout sur Kickstarter. 1000 contributeurs, c'est pas rien du tout. 64 000 € d'engrangés à 9 jours de la fin de la campagne. On entre donc dans les jeux pour lesquels on verra véritablement, encore une fois, le jeu sur le suivi du menu crowdfunding de la semaine prochaine. Pour ceux qui étaient à 8 jours, ça dépend du nombre d'heures restant. 9 jours, ça veut dire qu'on le reverra de toute façon une nouvelle fois la semaine prochaine. Je vous laisse quelques aperçus du jeu, mais visuellement, c'est pas vilain du tout. Je trouve ça plutôt charmant avec ce côté un petit parchemin vieilli comme ça qui fait très thématique du coup. Mais je vous renvoie bien évidemment à la vidéo du... c'était combien du coup? C'était le 24? Non, c'était le 31 juillet dernier, excusez-moi, pour en apprendre plus sur le jeu. Mais de toute façon, on en parlera une dernière fois la semaine prochaine, moment auquel on verra également aussi les stretch goals qui ont été débloqués depuis. Voilà pour David Jones Locker The Kraken Wakes. Encore un jeu présenté le 31 juillet dernier dans le menu crowdfunding. Il s'agit de Junk Drawer, donc il faut réorganiser votre tiroir parce qu'il y a un sacré bordel à l'intérieur. Et quoi de mieux pour le faire, bien sûr, que des polyominoes. C'est relativement classique, au moins la thématique est originale, pas forcément attrayante, mais originale. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties relativement courtes de 20 minutes environ, donc très accessible, très familial, pour 35 $, c'est pas spécialement très onéreux non plus, mais ceci dit, pour l'instant, c'est pas financé, vous le voyez, 16 000 € d'engrangés sur 17 700 nécessaires, avec près de 400 contributeurs. Ceci dit, il reste un petit peu plus d'une semaine, ça devrait donc pouvoir se faire sans encombre, mais non plus sans grande flamboyance. On en reparle quoi qu'il arrive la semaine prochaine pour voir s'il y a des stretch goals. Également présenté dans le menu crowdfunding du 31 juillet dernier, Primordial Secrets n'avait vraiment pas fait l'unanimité avec sa direction artistique. Moi-même, j'avoue que le jeu ne m'aimait pas vraiment la tulipe à 45 degrés. C'est pas... Non, je suis vraiment pas le public pour ce genre d'illustration qui reprend encore une fois l'univers de Lovecraft avec Cthulhu et compagnie, bref, les cultistes, etc. Je suis pas vraiment le public. Et encore, je trouve que, comment dirais-je, l'organisation des cartes est pas vilaine. C'est assez original. Par contre, les illustrations, c'est vraiment pas pour moi. Voilà, je vous renvoie bien évidemment, je galère aujourd'hui à articuler, vers le menu du crowdfunding du 31 juillet 2022 pour en apprendre plus sur le jeu et ses illustrations assez malaisantes parfois. C'est un néologisme pas très joli, mais du coup, je l'utilise quand même. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est vraiment pas pour moi, très clairement. Mais malgré tout, on le voit, 340 contributeurs, le projet est financé. De toute façon, on le retrouvera une toute dernière fois dans le suivi du menu crowdfunding la semaine prochaine. Voilà pour Primordial Secrets. Projet bien plus charmant celui-ci, présenté le 7 août dernier, il s'agit de Halls of Hegra, un projet qui nous vient de Norvège, c'est assez rare pour être souligné, de Peter Schanke Olsen pour être plus précis. C'est un jeu purement solo pour des parties de 70 à 90 minutes qui a une thématique aussi assez originale, la petite histoire dans la grande histoire, comme me l'avait dit en commentaire notre très cher Anto. C'est un projet qui vous met en fait dans la peau de soldats norvégiens volontaires qui cherchent à défendre un fort contre l'invasion nazie, les nazis qui sont en large supériorité numérique, donc très clairement ils sont censés perdre bien évidemment, mais ils vont résister vaillamment. Et grâce à vous, peut-être pourront-ils l'emporter sur l'envahisseur. On est actuellement à 1000 contributeurs, 40 000 € d'engrangés à 9 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'on le retrouvera une dernière fois la semaine prochaine dans le suivi du menu crowdfunding. Malheureusement pour l'heure, ça pourrait changer, allez savoir, pas de version francophone pour ce jeu qui, je pense, le mériterait. C'est assez joliment illustré, la thématique est assez sympathique également, même si c'est vrai que du coup c'est un pan historique un petit peu éloigné de ce qu'on connaît généralement de la Seconde Guerre mondiale. On est loin de Maki, un autre jeu solo reprenant
pour thème la Seconde Guerre mondiale, mais en France. Ici, on est en Norvège, dans le froid scandinave, mais ça me tente quand même pas mal. En plus, ça a l'allure d'un vrai gros jeu de société avec une belle boîte bien illustrée, avec un format assez conséquent, contrairement à Maki qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus portable aussi par conséquent, ce qui est un point fort. Mais je suis assez friand de la direction artistique. J'aime beaucoup ce qu'avait fait Salt and Pepper Games, qui ici ne s'occupe que de la version espagnole, mais sur Resist, un autre jeu qu'on avait présenté dans un menu crowdfunding il y a 3-4 mois environ. Ce n'est pas eux qui s'occupent du jeu, mais c'est eux qui s'occupent de la version espagnole. Mais généralement, ils ont du flair pour ce genre de jeu, donc je suis quand même assez séduit par Halls of Hegra. Un petit jeu solo, pas trop long qui plus est. Est-ce que je me laisserai séduire? Je pense pas. Je suis pas séduit au point d'aller jusqu'à baquer, mais c'est vrai que je le surveille quand même d'un coin de l'œil, malgré tout. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis un petit peu au regret de vous dire que pour l'instant, pas de version francophone, même si on peut encore espérer, il reste une semaine. Voilà pour Halls of Hegra. On n'avait pas vu trop de grosses patates de forain au niveau des gencives aujourd'hui. Malheureusement, la victime cette semaine, c'est Pandemonium Estate de chez Winter Moon Games, du côté de chez GameFound, puisque depuis la présentation du jeu le 31 juillet dernier, ça n'a pas du tout décollé. On est à 10 000 $ approximativement, 110 backers, il en faut 30 000 $, pas backers bien évidemment, pour espérer financer à 9 jours de la fin de la campagne. Ça sent quand même méchamment le roussi. Ça sent même l'annulation avant même la fin de la campagne, pour être tout à fait honnête. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Et pourtant, je l'avais déjà dit lors de la présentation du jeu le 31 juillet dernier, c'est un jeu qui a son charme, vous allez le voir, avec un plateau assez original, assez joli, une direction artistique de manière générale plutôt charmante également, des petites miniatures plutôt pas mal foutues non plus. Donc je suis assez surpris du manque d'intérêt envers ce jeu. Alors certes, j'ai pas beaucoup approfondi la phase de gameplay, mais elle a pas l'air non plus dégueulasse. Donc je suis assez surpris de voir que ce jeu n'attire vraiment pas grand monde, parce qu'il y a l'air d'avoir quand même quelque chose derrière. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, que ce soit au niveau des annulations ou au niveau des fins de campagne, puisqu'il restera 2 jours la semaine prochaine, au moment où j'enregistrerai en tout cas. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une assez grosse déception pour un jeu qui pourtant présentait plutôt pas mal et qui n'avait pas non plus un prix complètement pété compte tenu du matériel. Donc je suis assez surpris malgré tout. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieux d'avoir votre retour concernant justement ce manque d'intérêt envers Pandemonium Estate. Et puis on termine cette semaine avec une autre patate de forain au niveau de la jugulaire, hein, Amygdala. Deuxième tentative du côté de chez GameFound, et c'est encore pire que la première. La machine de Game Brewer est un peu grippée ces derniers temps. Les campagnes récentes marchent pas très fort, et les 2 campagnes d'Amygdala sont en train de s'achever sur une catastrophe nucléaire, j'ai envie de dire. La précédente campagne était à près de 340 backers, si je me souviens bien, lors de son annulation. Là, cette nouvelle campagne, avec pourtant une revue légèrement revue et corrigée, n'attire pas beaucoup plus de monde. D'ailleurs, ils attirent même moins de monde, parce qu'on n'est même pas à 200 backers. C'est très très loin d'être un succès pour Amygdala, qui pourtant, en plus d'être signé chez Game Brewer, bénéficie en plus de 2 noms relativement connus du milieu, à savoir Michael Kisling et Wolfgang Kramer, 2 grands noms du milieu, et pourtant c'est un bid incommensurable. Bon, il reste 10 jours pour espérer un miracle du côté de chez Game Brewer, mais pour être tout à fait honnête, j'ai même l'impression que l'éditeur lui-même n'y croit plus. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'abandon du projet. C'est assez bizarre, pour être tout à fait honnête, je comprends pas très bien où est-ce qu'ils veulent en venir avec ce projet. Je leur souhaite ceci dit de financer, bien évidemment, hein, c'est tout le mal que je leur souhaite, pour un jeu quand même avec des auteurs de renom, avec une direction artistique qui certes est assez clivante, en tout cas ne séduit pas tout le monde, loin de là. Ça je pourrais le comprendre, c'est vrai que moi-même ça m'attire pas particulièrement, mais ceci dit, Kramer et Kisling sont connus pour avoir fait plusieurs jeux stratégiques abstraits assez convaincants. Bon, peut-être qu'Amygdala est bon, il était difficile d'en savoir plus pour l'instant, je ne l'ai pas testé, mais je n'ai pas spécialement très envie d'y plonger pour être tout à fait honnête. Voilà pour Amygdala, on le retrouvera de toute façon la semaine prochaine dans le suivi du menu crowdfunding à nouveau. Et ma foi, c'est également le dernier projet de la semaine, et du coup, c'est fini pour cette semaine du suivi du menu crowdfunding. Je vais de ce pas aller faire une sieste parce que comme vous avez pu le voir au niveau de l'élocution aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Quoique avant, je dois peut-être aller changer une couche rapidement.
Bref, sans plus tarder, je vous dis à très bientôt. Attention, dans les jours à venir, la review et l'expli party d'Atlas Lost. Donc restez sur le vif, restez connectés à la chaîne, mettez la cloche si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se retrouve très prochainement de toute façon pour le menu crowdfunding du dimanche comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine.